Bien, bonjour, je fais suite à la vidéo précédente, la vidéo numéro 7, intitulée Pourquoi j'ai décidé de me suicider. Et je tenais à la compléter par les derniers éléments que j'ai eus notamment aujourd'hui et les récents événements en détention qui me sont arrivés. Donc, parmi les événements récents, il faut savoir que j'avais saisi la ministre de la Justice en tant que garante du bon fonctionnement de la justice, en lui rappelant que dans mon affaire, les articles de la CDEDH, le 6.1, le 6.3, n'avaient pas été respectés, qu'il n'y avait pas d'impartialité, qu'il n'y avait pas égalité des armes, et qu'en conséquence, il était nécessaire de modifier tout cela de manière à ce que ça n'arrive plus, et que tant pis pour moi si c'était déjà trop tard. Je lui ai rappelé que je sais qu'elle ne peut en aucun cas intervenir dans une procédure judiciaire. Seuls les juges peuvent intervenir, mais qu'elle pouvait à l'avenir s'assurer que lors de chaque instruction, de chaque procès, que tout le monde dispose des mêmes droits, de la même égalité, parce que finalement elle est garante de ça en tant que ministre de la Justice. Eh ben vous savez, elle m'a répondu. Alors pas elle, uniquement son chef du cabinet, bien évidemment. Son chef de cabinet qui m'a répondu que finalement j'ai souhaité appeler l'attention de Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui comprend et qui respecte le sens de ma démarche, mais qui m'indique qu'il n'appartient pas au ministre de la Justice de donner quelque instruction que ce soit au parquet. Alors ça me fait sourire, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas vrai, mais la loi le prévoit, et effectivement, elle n'a pas à le faire. Mais ce n'était pas l'objet de ma demande. L'objet de ma demande était simplement de l'alerter sur le fonctionnement de sa justice et de ses tribunaux. Et lui dire attention, des lois sont votées et elles ne sont pas appliquées. Enfin, ça dépend pour qui. Je vais revenir un petit peu, par exemple, juste pour faire un comparatif, sur l'affaire Benalla. Vous rendez-vous compte, ce gars-là, qui est présumé innocent, et qui est, je l'espère, innocent, est placé en garde à vue. Lors de sa garde à vue, il décide d'aller faire une perquisition à son domicile. Monsieur n'a pas les clés. On n'ouvre pas la porte. On attend le lendemain, on revient le lendemain on s'aperçoit que le coffre a disparu et plein d'autres choses. Vous l'avez entendu, les médias l'ont suffisamment souligné. Rendez-vous compte, ça n'existe pas, nulle part ailleurs. Je peux vous assurer que quand des policiers vous amènent en perquisition, s'il n'y a pas les clés, ils défoncent la porte. Il n'y a pas d'autre solution. Il la défonce, un serrurier vient et change les serrures. Concernant M. Benalla, il n'y a pas de souci. Pareil, il y a 15 jours, donc nous sommes aujourd'hui le 9 avril, il y a 15 jours sur France 2, passé l'émission Envoyé spécial, il y avait un documentaire sur la justice, et à la fin, Madame Belloubet a été interviewée. Et elle a dit une énormité qui est passée inaperçue. Et j'en suis extrêmement surpris que les journalistes n'aient pas relevé cette énormité. Donc, essayez de visionner l'émission et de réécouter son interview, et vous verrez qu'à un moment donné, elle dit que il existe comme moyen alternatif à la détention notamment, le contrôle judiciaire. Mais que si l'on ne respectait pas le contrôle judiciaire, bien évidemment, on rentrait en détention. Une fois de plus, prenons l'exemple de l'affaire Benalla. Monsieur Benalla était sous contrôle judiciaire, il n'a pas respecté les engagements liés à son contrôle judiciaire et les interdictions qui lui étaient faites, et malgré cela, on l'a remis sous contrôle judiciaire, alors qu'il aurait dû aller en détention provisoire, et pas dans les beaux quartiers, les quartiers isolés, ou... Non, avec tout le monde, c'est un citoyen comme les autres. Il n'y a pas de différence, normalement, entre les citoyens. S'il y a des différences entre les citoyens, parce que lui, une fois de plus, il échappe à la détention, et même s'il y était allé, il n'aurait pas été dans les mêmes conditions que nous le sommes. Donc je voulais attirer votre attention sur ça, et que c'est une profonde injustice que l'on ressent quand on est en prison. Et je voudrais revenir aussi sur le harcèlement que je vous ai expliqué que je subissais. Il ne fait que s'intensifier, jour après jour. Ce monsieur, donc monsieur Damet, je rappelle son nom, et a frappé beaucoup plus fort encore. Donc aujourd'hui, je me retrouve enfermé quasiment tout le temps. Très difficile de vivre cette nouvelle situation, sans raison. Il est allé faire, sous couvert du syndicat, du chantage à la direction. Personne ne comprend ici. Tous les autres surveillants sont
étonnés, surpris de telles décisions. Et ils sont tous désemparés parce qu'ils ne savent pas quoi faire contre ce gars-là, qui fait la pluie et le beau temps ici. Donc le gars, c'est un surveillant, il fait la pluie et le beau temps. Et ils se sont au-dessus de toute loi. Pourtant, ils n'hésitent pas à détruire l'image de ce métier. Par exemple, il fait régulièrement aux détenus des railleries. Il n'hésite pas à communiquer le dossier à d'autres détenus. Il va sur l'ordinateur et il regarde pour quel motif est incarcéré telle personne ou telle personne, et il va le répéter aux autres, ce qui est strictement interdit. C'est monnaie courante chez lui. Il refuse systématiquement, par exemple dans le cas de mon travail, j'ai besoin d'accéder à un certain nombre de cellules, il refuse de m'ouvrir les cellules. C'est-à-dire quand je me présente alors que je suis dans le cadre de mon travail, il refuse. Donc c'est un refus systématique qu'il m'oppose chaque fois que je lui demande. Concernant mon travail, bien évidemment, je suis censé commencer à 8h30 le matin, terminer à 16h30 l'après-midi. Il est très très régulier que je ne commence le matin quand il est sur mon étage qu'à 10h, quand tout va bien, et l'après-midi qu'à 15h, parce que monsieur n'a pas envie de venir m'ouvrir aux heures où il le faut. Il fait ce qu'il veut et personne ne lui dit rien. Donc je tenais à vous rappeler que ça devient grave, ce harcèlement en prison, et que ça tue. Le harcèlement tue, je le rappelle. Et ceux qui sont les maîtres de ce harcèlement sont des assassins et doivent passer devant la justice, eux aussi. Car si ce gars-là ne m'avait pas harcelé, même si je trouve la procédure d'instruction inéquitable, je serais quand même allé à mon procès et je me serais battu. J'aurais fait ce que j'ai pu. Là, entre l'instruction, le refus de la rouvrir, cette instruction, tous les manquements qu'il y a eu dans mon affaire et ce harcèlement continue tous les jours H24, j'ai décidé de tout arrêter. Et je voudrais faire un dernier point sur la justice. Je veux vous dire que alors, il faut considérer les victimes, c'est extrêmement important. Une victime reste une victime. Mais moi je constate qu'au cours d'un procès, on fait trop de place aux victimes. D'ailleurs, M. de Grandy, qui est le premier président de la Cour d'appel de Paris en 2013, avait fait un discours où il dénonçait une mise en scène du malheur des victimes destinée à favoriser leur deuil au point de transformer la justice en carte à six. Et il n'avait pas tort finalement, parce que la victime est devenue l'âme du procès pénal. C'est un traitement qui n'est pas tellement protecteur, parce qu'en réalité, on laisse les victimes se regrouper entre elles, on les incite finalement à faire ça, ça les soulage pas plus que ça, et finalement ça les éloigne de la résilience. De nombreux magistrats et psychiatres aujourd'hui commencent à dire que c'est une mauvaise façon de voir les choses. Pour moi c'est une évidence. Le victimaire est simplement le fonds de commerce des médias. Et ça n'a pas lieu d'être dans un procès. Un procès est là pour juger les choses de façon juste et équitable. Et j'estime qu'à partir du moment où le compassionnel balaye tout le reste, je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir de compassionnel, mais quand ça balaye tout le reste, les droits de la défense sont relégués vraiment au rang d'accessoires. On est dans la dictature de l'émotion et on n'est non plus dans le jugement, à proprement dit. Donc ça aussi, je vous demande, pour tous ceux qui écouteront ces vidéos, d'y penser. Alors je ne dis pas que c'est forcément juste ce que je dis, mais au moins d'y penser, d'y réfléchir. Il y a peut-être des choses à changer dans cette justice. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle vidéo.